compagnie et la compagnie vous confie des données. Donc il y a un échange, il y a un partage. Hein. Donc si en tant que compagnie, hein, vous manquez à vos devoirs de protection, en fait, vous mettez aussi en danger la personne qui vous a confié les données. Donc vous avez double peine. Vos données à vous, en tant que compagnie, plus les données qu'on vous a confiées. Alors, en tant que compagnie, ben, vous allez vous mordre les doigts. Hein, ça va être perte, effacement, fuite, falsification, fraude, etc. Ça, c'est du perte de chiffre d'affaires, perte de clients, manque à gagner et patac ou fin. Hein. Vous allez avoir vos concurrents qui vont être très contents d'avoir quelques informations stratégiques sur les prix des produits que vous allez diffuser ou comment vous allez faire telle fusion ou telle acquisition. Mais quelque part, vos parties prenantes, qui sont vos clients, vos fournisseurs, qui sont tous ceux, vos partenaires, eux, ils peuvent avoir des préjudices physiques, moraux, extorsion de fonds, et ainsi de suite, et ils peuvent vous demander, hein, outre la perte de confiance, des suites juridiques, hein, sur leur préjudice, ce qui est tout à fait logique et normal. Hein. Okay. Et puis l'image de la compagnie, bah, elle va se dégrader. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une confiance numérique partagée. Et c'est ça l'enjeu de GDPR. C'est que l'Union européenne vous oblige à faire ça. Ok, soit, pour protéger les citoyens, mais c'est aussi une chance pour votre compagnie. Et c'est ce qu'on va voir ensuite. Alors GDPR, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est, vous êtes concerné si vous répondez au moins oui à l'une de ces questions, en tant que compagnie. Donc globalement, en tant que compagnie suisse internationale, on est concerné. On a forcément des collaborateurs de citoyenneté européenne, on vend des produits à des citoyens européens, on a des fournisseurs qui sont de la communauté européenne, donc on est concerné. Puis même si on n'est pas concerné, on va protéger nos données aussi en même temps. C'est là la chance de GDPR. Alors, GDPR a quand même, dans son contenu, un certain nombre de particularités. C'est à la compagnie d'apporter la preuve qu'elle a bien suivi la réglementation. Ce n'est plus au plaignant. Ce n'est pas la personne qui va se plaindre en disant « ouais, à cause de vous, la donnée a été divulguée, etc. » Il y a un renversement de preuves. C'est-à-dire que c'est à la compagnie de prouver qu'elle n'a pas fauté. Pas facile, hein? Bon. Et il va falloir que vous apportiez la preuve que vous avez pris des mesures organisationnelles adéquates, hein? Et puis aussi qu'elles ont été suivies, parce que c'est pas le tout de dire bon bah je suis ISO 9000 et puis maintenant je fais que de la merde. Hein? Je fais plus de qualité. Non, il faut prouver dans le day-to-day, dans les procédures de tous les jours, qu'on a suivi la chose. Donc vraisemblablement, il va falloir que vous teniez un registre des données privées, hein, que qu'on vous a confiées au sein de la compagnie. Et on va voir ça un petit peu plus loin dans l'exposé. Bien sûr, comme toute régulation, il y a des amendes, et l'amende qu'a prévue la Commission européenne, ben c'est 20 millions d'euros, ou 4%, pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires annuel, hein, et bien sûr c'est au plus élevé des deux montants. Donc ça c'est les principales dispositions, hein, de GDPR, c'est protection réelle et effective des données à caractère personnel. C'est une acceptation explicite du propriétaire des données. Alors quand on dit acceptation explicite, c'est pas la petite case qu'on coche en disant j'ai compris et j'accepte.
ça, c'est plus suffisant. C'est le droit du propriétaire des données. Hein, il va bénéficier d'un certain nombre de droits qu'on va exposer tout à l'heure. Il a un transfert des données, c'est-à-dire que le propriétaire des données qui dit « Ah, mais moi je veux résilier mon contrat, je veux changer de banque hein, », là, il peut obliger la banque à transmettre à une autre banque son dossier. Hein, donc, il va falloir garder un certain nombre d'informations qui ne trahit pas la banque de départ, mais qui va aller vers la banque du futur. Si par exemple vous voulez changer d'opérateur téléphonique, ben c'est le droit de garder votre numéro, c'est le droit de garder vos contacts, c'est le droit de garder, je dirais, l'ensemble des services dont vous avez bénéficié avec votre ancien contrat et que ça soit transféré vers nous. Il va y avoir la nomination d'un DPO, d'un Data Protection Officer. On va y venir tout à l'heure parce que ça c'est assez important. Et en cas d'incident, vous devez informer les personnes qui sont victimes nominativement. Chaque personne doit être informée. Et vous devez informer l'autorité de protection. L'autorité de protection du pays de résidence des victimes. C'est-à-dire éventuellement les 29 pays de la communauté européenne. Vous allez avoir du boulot. Hein? Par contre, contrairement à avant, hein, par exemple, je pense à la France et à la CNIL, où on devait déclarer quelles étaient les données privées qu'on utilisait, aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation de déclarer les données privées qu'on utilisait. De protection réelle et effective, ce n'est plus une option aujourd'hui, c'est une obligation pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on est privacy by default. C'est vous devez protéger les données. Avant, c'était un nice to have. Maintenant, il faut le faire. En tant que compagnie, vous êtes responsable de la compagnie, vous êtes aussi responsable de vos sous-traitants, des partenaires. Toute donnée privée que vous allez partager avec l'autre, hein, l'autre va être responsable, mais vous êtes aussi co-responsable. C'est-à-dire que si l'amende tombe, c'est pas partagé entre les deux, c'est pour les deux. Ok? Donc ça alourdit la chose. C'est sur l'ensemble des parties prenantes. Là, on va voir après qui sont les parties prenantes, c'est de la société. Et vous devez protéger toutes les données personnelles, qu'elles soient sur n'importe quel support, que ce soit le papier, qu'elles soient numériques. Hein, vous devez protéger les données. C'est pas que SAP, quoi. Là, bon. Vous avez, dans les données numériques, vous avez le structuré et le non structuré. C'est-à-dire toute la bureautique, toute la messagerie, vous devez protéger aussi. Ça concerne les données, ça concerne tous les médias, que ce soit du texte, que ce soit des fichiers Word, que ce soit des images, des photos, du son, de la vidéo, l'enregistrement. Vous savez, le support téléphonique qui est enregistré, ça aussi, ça en fait partie. Les données biométriques, enfin, etc. Et vous avez surtout les stockages. Donc, n'oubliez pas les backups. Ah ouais. N'oubliez pas les données que vous sauvegardez vers des partenaires externes, style cloud. Hein, ça fait partie du jeu aussi. Hein. N'oubliez pas les PC. Et n'oubliez pas ça, que vos employés ont. Il y a aussi des données concernant des données privées qui peuvent concerner des partenaires ou des clients là-dedans. Tout ça, vous en êtes responsable. Les parties prenantes, les parties prenantes de votre compagnie, c'est vos actionnaires. Ben oui, ils ont quand même mis un peu d'argent dans votre compagnie, donc ils ont un certain droit de regard. C'est vos clients, bien sûr, vos fournisseurs et vos partenaires externes. Ça, c'est clair.
Mais les parties prenantes là-dedans, il va y avoir le grand public, vous êtes visible. Vous avez, en tant que compagnie, vous avez certainement un site internet dans lequel vous allez clamer « Oui, nous, on a une politique où on respecte vos données. » Bon. Hein. Et puis vous avez d'une part les règlements propres à la profession dans laquelle vous exercez. On parlait tout à l'heure du secret médical. Hein, il est clair que les hôpitaux, les assurances maladie, le dossier patient doit répondre non seulement à GDPR, mais doit répondre aussi au secret médical. Donc là, vous avez plusieurs, je dirais, réglementations, regulations, en fait, qui s'appliquent. Vous avez le gouvernement qui vous impose un certain nombre de choses, des droits de regard dans votre société, de publication aux opérations de bourse d'un certain nombre de documents dans lesquels peuvent être citées des personnes privées, des personnes physiques ou morales. Et puis dans le jeu, vous avez aussi vos concurrents, et puis quelque part, quelques cybercriminels qui sont là, prêts à exploiter. Le problème aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va être hacké, c'est de savoir quand. Parce qu'on va tous être hackés. Ça, c'est clair. Un jour ou un autre, ça vient. Personne n'est à l'abri. Alors, quelles sont les données personnelles concernées? Alors, en Suisse et en Europe, c'est toutes les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales, culturelles. Vous avez ensuite tout ce qui est santé, y compris les données biométriques. C'est marrant, on a maintenant des données biométriques parfois dans ces trucs-là, ne serait-ce que des selfies. Un domaine très vaste qu'a laissé le législateur, c'est la sphère intime. Ça sera laissé à l'appréciation des juges. La sphère intime, c'est quoi? Bon. Vous avez l'appartenance ethnique, raciale, enfin et autres. Vous avez tout ce qui est mesures administratives, c'est-à-dire aide sociale, poursuite, amende et compagnie, sanctions pénales. Et puis vous avez des données qu'on dit sensibles. Sensibles, c'est-à-dire que, suivant le domaine d'activité de votre compagnie, elles peuvent devenir légales. Et c'était laissé à l'appréciation du juge, enfin du juge de la justice. Ça va être l'identité, non prénom. Ce n'est pas une donnée sensible, puisqu'on vous trouve dans l'annuaire. Donc c'est pas une donnée, enfin c'est pas une donnée légale, qu'il faut légalement protéger. Vous avez le numéro d'assuré. Si vous êtes un organisme de LPP, quelque part c'est une donnée légale. Mais si vous êtes un département HR et que le mec se fait hacker et qu'il n'y a plus de retraite, etc., vous risquez d'avoir quelques problèmes. Donc ça peut devenir légal. Vous avez les numéros de compte en banque, les GPS, localisation, bien sûr, les plaques d'immatriculation, salaire, impôts, fortune, enfin, etc., etc. Quels sont les principes applicables? Alors, vous devez, en tant que compagnie, garantir la licéité, c'est-à-dire le caractère licite de traiter la donnée. Est-ce que vous avez le droit de traiter cette donnée? Est-ce que les employés, les collaborateurs que vous avez, ont le droit de traiter cette donnée? Donc là, on vient un peu sur les droits d'accès. On ne peut pas donner à n'importe qui dans l'entreprise le droit de traiter telle ou telle donnée. Donc c'est le côté licite. Vous avez la finalité. C'est-à-dire pourquoi vous demandez ces données-là? Est-ce que vous en avez besoin pour le traitement que vous exécutez? C'est la notion de minimisation des données. C'est-à-dire vous n'avez le droit de demander que les données nécessaires à l'aboutissement du traitement. Pas plus. D'ailleurs, c'est mieux, moins on a de données à protéger, mieux on se porte, quelque part. Bon. Vous avez la proportionnalité.
C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de demander le numéro de l'AVS de votre grand-mère, hein, parce que si eux devaient faire, si vous deviez faire le traitement, est-ce que vous demanderiez ça? C'est la proportionnalité, quoi. C'est une notion qui est assez classique. Vous avez l'exactitude, est-ce que la donnée est exacte? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est réelle? Vous avez la bonne foi à la fois de celui qui traite la donnée et de celui qui vous a fourni la donnée. Principe de transparence et principe de sécurité. Et ça, c'est dans tout l'ensemble du cycle de vie du traitement, depuis la collecte jusqu'à la destruction de la donnée. Et là, on a une notion de cycle de vie, hein, de la donnée. Je connais peu de compagnies qui ont du life cycle management. Les droits du propriétaire du donné. D'abord, il doit avoir un consentement explicite. C'est-à-dire que si vous lui demandez de vous fournir telle et telle donnée, il doit vous donner son consentement. Et ce n'est pas simplement une petite case à cocher sur oui, j'accepte. Ça ne suffit plus. Parce qu'il a droit aussi à l'information. C'est comment vous, compagnie, vous allez utiliser ces données. À quoi vous allez utiliser? Comment vous allez utiliser? Et dire c'est un usage marketing, c'est un peu léger. La personne, le propriétaire de données, va avoir un droit d'accès à ces informations. Il peut vous demander quelles sont les informations que vous possédez sur moi. Vous avez le droit d'usage, c'est-à-dire quel est l'usage que vous allez faire de mes informations. Vous avez le droit de rectification. Le propriétaire peut dire mais cette donnée est fausse, je veux que vous la rectifiez. Et vous devez le rectifier. Par exemple, certains disent ah oui, on va faire ça avec du blockchain. Bah, le blockchain c'est immutable. Le bloc. Donc, excite le blockchain pour régler ça. Et il y a le droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, c'est-à-dire que vous pouvez dire à une compagnie, ben, vous m'oubliez, vous devez tout effacer. Et prouvez-moi que vous avez effacé. Vous allez effacer tous les messages, toute la bureautique, tous les records qu'il y a dans SAP, les backups. Si vous faites des backups depuis des années sur CD-ROM, il va y avoir un problème. Et puis, que vous effaciez tout ça chez vos partenaires, quoi, chez vos sous-traitants. Hein, et vous assurez qu'ils l'ont fait. Et en fait, le droit à l'oubli, le délai, c'est 1 mois. C'est considéré comme raisonnable 1 mois. Hein, donc, ça pose un certain nombre de soucis, quoi. Droit de limitation de traitement. C'est-à-dire que si moi je donne mes données, hein, pour faire tel et tel traitement, hein, et qu'ensuite il y a un usage marketing, je peux vous interdire en tant que compagnie de ne pas le faire. C'est-à-dire que, ok, vous faites tel traitement, mais vous ne faites pas la suite. Bien sûr, en tant qu'usager, bah, je renonce aux bénéfices qu'il pourrait y avoir ensuite. Vous avez la portabilité des données, c'est-à-dire que je veux que vous transfériez l'ensemble de mon dossier, je veux le récupérer. Ou je veux que vous l'envoyiez à telle société, à tel autre fournisseur, enfin, et que vous fassiez. Alors, vous devez le faire en plus de manière, comment dire, de manière lisible, c'est-à-dire un format texte, un format informatique, comma séparateur, enfin qui soit lisible par un autre ordinateur. Et vous devez être informé en cas d'incident, hein, et chaque personne doit être informée individuellement, et le délai c'est 72 heures à partir du moment de la découverte de la fraude. Vous devez nommer un DPO.
Alors, pour le nommer, il doit avoir une double compétence technique et réglementaire. Bah oui, si vous prenez qu'un avocat, c'est bien, mais enfin techniquement, il va être léger, quoi. Si vous prenez une fiduciaire, peut-être pas, etc. Mais enfin, il doit avoir un certain nombre de connaissances, hein, aussi bien techniques que réglementaires. A priori, il faut qu'il ait une certaine empathie, une certaine éthique. Voilà, c'est-à-dire, je pense qu'un casier judiciaire vierge, enfin, sera plutôt recommandé pour ce genre d'activité. Et il faut qu'il puisse avoir de l'empathie, c'est-à-dire comprendre le problème de la sécurité informatique, des clients, des partenaires, de juridique, enfin qu'il puisse comprendre au sein de la boîte. Mais ce qui est très important, c'est qu'il doit être sous la direction générale. Il rapporte, en fait, à la direction générale, au board. Il faut qu'il y ait une absence de conflit d'intérêts. Alors ça, c'est ce qu'ils mettent dans la réglementation, ça veut dire qu'il ne doit pas être dans l'opérationnel. Il ne doit pas être dans l'informatique, et il ne doit pas être dans la sécurité. Puisqu'en fait, il doit contrôler la sécurité, on ne peut pas être jugé parti. Donc il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Donc visiblement, un DPO rapporte au service juridique ou à l'inspectorat interne ou directement à la direction générale. Hein, il a, et c'est un vrai job aujourd'hui, quoi. C'est un nouveau job. Et il peut être interne ou externe. Il peut être à temps partiel, il peut être à temps complet, il peut être pour une compagnie et ses filiales. Hein, ça, c'est pas un problème. Il est responsable du respect de la privacy au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il est une force de proposition. Maintenant, c'est l'entreprise qui reste responsable. Si lui a fait des propositions et que l'entreprise a dit « Oh, bon, ton truc c'est gentil, mais hein, on ne fait pas », c'est quand même l'entreprise qui est condamnée, quoi. C'est... Lui, il est force de proposition. L'entreprise doit nommer donc un DPO non opérationnel, hein, et où il n'y a pas de conflit d'intérêt. Son rôle, c'est de créer les mesures organisationnelles et techniques, enfin de gérer les mesures organisationnelles et techniques. C'est-à-dire, on verra ce que c'est que les mesures organisationnelles tout à l'heure, c'est pouvoir faire en sorte, hein, qu'on respecte la privacy des gens. Donc il y a tout un tas de trucs, à la fois techniques, mais aussi simplement parfois dans l'organisation, parfois dans l'accès des locaux, uniquement. Il y a des mesures simples. Il doit créer et maintenir la connaissance à jour, c'est-à-dire qu'il doit introduire dans l'entreprise une culture de la privacy. On va voir ça aussi tout à l'heure. Il doit gérer des incidents, c'est-à-dire qu'il doit gérer la coordination, je dirais, des incidents. Et c'est lui qui va être en contact directement avec les personnes qui en sont victimes, et avec les autorités, je dirais, de privacy externe. C'est lui qui va organiser les actions correctives, comment est-ce qu'on va améliorer les choses à la maison, qui va auditer aussi que les mesures organisationnelles sont bien appliquées, et qui va participer à la gestion des risques et informer régulièrement la direction. Normal, il rapporte à la direction générale, il faut bien qu'il l'informe de temps en temps.